M. Bakayoko déclare M. Ouattara vainqueur, le Conseil constitutionnel déclare le président Gbagbo vainqueur, un conflit post-électoral est né, le président Gbagbo propose un comité d'évaluation, on nous amène des gens qui viennent se promener en Côte d'Ivoire pour faire du tourisme, je sais bien qu'ils aiment très bien la Côte d'Ivoire, ils ont envie de voir peut-être la Côte d'Ivoire, ils tournent ici, ils repartent, et puis ils nous ramènent 3 mois en arrière. Ils nous disent, sur la base de ce que M. Tchoy a dit, alors M. Ouattara est président. C'est cela que nous contestons. C'est pourquoi il y a la crise en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on vous a invité. Donc il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. C'est nous, on les tient. C'est nous. On ne peut pas échapper. On le tient. On va l'allumer, il ne peut pas échapper. Cette offensive est destinée à éviter un bain de sang. Aucune solution de raison et de paix n'ayant prévalu, il a fallu recourir à la force. Je suis prêt pour libérer nos pays. Je suis prêt pour libérer la Côte d'Ivoire. Avec Laurent Gbagbo. Je ne veux pas Alassane. Alassane n'a qu'à quitter ici. Il est moi aussi. Moi aussi, je ne peux pas gouverner Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui est ivoirien. C'est Gbagbo nous on fait. Si Alassane fait rien, nous on prend pour lui. On va le tuer. On va le tuer. Il va le tuer. Pas Alassane. Alors que la Côte d'Ivoire est en pleine crise et que suite à l'élection du 28 novembre 2010, qui est en réalité le second tour, la Côte d'Ivoire connaît une sorte de bicéphalisme avec 2 présidents à sa tête, elle va rentrer dans une dimension particulière, comme celle que nous avons vue dans la vidéo précédente, à partir du 17 mars 2011, qui est en réalité la date qui marque la création officielle par ordonnance prise par le président Alassane Dramane Ouattara des FRC. Mais de l'autre côté, il y a également le commando invisible qui va ratisser l'âge, qui va en cette période-là réaliser de nouveaux exploits. Il y a également un soutien indéfectible de l'ONUCI et de la force Likon qui viendra par la suite appuyer tout cet armada qui est entre la main du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas tout, car de l'autre côté, il y a en face donc de toute cette armée les FDS qui vont se battre, vaille que vaille, mais ils ne pourront pas arrêter la puissance qui sera déployée par les armées en face. Et on verra concrètement ce qui s'est passé durant toute cette période dans l'histoire de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Alors, comme nous avons pour habitude de faire ici, on va encore réaliser une vidéo sans parti pris. Alors, récemment, j'ai remarqué qu'il y a certains dans les commentaires qui s'amusent à sortir le fait selon lequel l'ensemble des vidéos que nous sortions ici ont toujours été des vidéos à tendance parti pris. Alors, je tiens à clarifier quelque chose. Nous n'avons en aucun cas relaté dans aucune de nos vidéos une séquence où nous avons eu de parti pris. Le problème que vous avez, c'est que vous n'arrivez pas encore à vous départir de votre parti pris. Vous pensez que lorsque l'histoire choisit de défendre quelqu'un, c'est parce que le relateur choisit de défendre quelqu'un. Il faut savoir que dans chacune des parties de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a un qui était en tort et il y a un qui avait raison. Donc, si on vous relate l'histoire et que vous êtes en face d'une situation où il y a un, du moins celui que vous soutenez naturellement, qui est en tort, comprenez que sur le coup, il a fauté. Il faut comprendre l'histoire, les raisons pour lesquelles il en est arrivé là. Et par la suite, ne plus répéter ces mêmes fautes entre griffes. Alors aujourd'hui, nous allons sortir l'une des vidéos la plus importante, si ce n'est la plus importante de notre chaîne. Nous allons parler concrètement de la crise de 2011. Qu'est-ce qui s'est réellement passé de la création des FSI jusqu'à la chute du président Laurent Gbagbo? Alors prenez une feuille et un stylo si nécessaire et c'est parti. Alors que les FSI sont créés concrètement par l'ordonnance prise par le président Alassane Ouattara, il y a de l'autre côté le combat qui a toujours été mené et qui continue d'être mené par le commando invisible. En fait, le commando invisible, au milieu du mois de mars, va mener un combat historique qui va changer la donne. En fait, le commando invisible va s'en prendre au 3e bataillon d'infanterie situé à Nyama. Ce bataillon de base se trouvait à Bouaké, alors que les combats ont commencé et que la ville de Bouaké n'était plus concrètement entre les mains des FDS, il a été délocalisé et installé dans la ville d'Anyama. Le commandant invisible va donc attaquer le bataillon d'infanterie situé à Nyama.
C'est une victoire du commando invisible qui va connaître quelques pertes, mais va mettre à mal l'ensemble des résistants qui se trouvaient dans ce camp militaire. En fait, il faut savoir que lorsque le commando invisible attaque, il y a déjà, parmi les membres du 3e bataillon, certains qui ont rallié la cause du commando invisible et d'autres qui se battaient en réalité parce qu'ils ne savaient pas qu'ils devaient ou qu'ils pouvaient rallier la cause. Et il y a certains qui ont carrément abandonné, qui ne se sont pas battus. C'est donc face à tous ces éléments que le commando invisible a réussi sans grand problème à mettre la main sur le 3e bataillon d'infanterie. Ainsi, ils vont récupérer véhicules, armes et tout ce qui se trouvait sur les lieux sans oublier les treillis. Ils vont donc utiliser ce qu'ils ont sous la main pour mener un second combat qui sera en réalité le combat définitif qui va libérer, alléger la tâche au commando invisible. C'est le combat qui a lieu au camp commando d'Abobo. Dans cette commune d'Abidjan, il y avait le camp commando qui appartenait encore au FDS. Ils vont donc attaquer le camp commando avec l'armement qu'ils ont réussi à prendre au bataillon d'Anyama. Ils ne connaissaient pas en réalité les lieux. C'est certains étudiants d'Abobo qui vont leur offrir le plan du camp commando d'Abobo. Ils vont récupérer ce plan-là sur Google Earth. Ainsi, ils vont utiliser le plan et conquérir le territoire. Ils ont fait beaucoup de morts. Il y a certains qui se sont ralliés, de même que d'autres qui n'ont pas participé au combat, qui se sont radicalement et directement rendus. Lorsque le commando invisible gagne le camp commando, il met donc un terme à tout conflit qui a lieu aussi bien dans la commune d'Abobo que dans la ville d'Anyama. Ainsi, Abobo et Anyama deviennent les fiefs du commando invisible, d'autant plus que PK-18, qui était son fief initial, se trouve dans la localité. C'est ainsi que le commando invisible va changer la donne et le rapport de force va en quelque sorte s'inverser, dans la mesure où le commando invisible ne va plus défendre ses acquis, aussi bien à Bobo et à Nyama, mais va désormais sortir, attaquer l'extérieur, attaquer les autres communes et tenter de prendre certains territoires. Ce sera en l'occurrence Yopougon qu'ils vont viser et beaucoup attaquer. La rumeur même enflait et disait que pendant que les forces nouvelles, désormais FSI, sont en train de descendre sur Abidjan, il y a également de l'autre côté le commando invisible qui tente de prendre la RTI, mais surtout d'arriver au palais présidentiel, à la résidence présidentielle et mettre la main sur le président de la République. C'était une rumeur pour démontrer à quel point le commando invisible était à un niveau et faisait quelque part peur entre griffes. C'est en ce sens que les pro-Gbagbo qui se trouvaient à Abobo et à Nyama vont commencer à quitter les lieux, sortis d'Anyama et Abobo. De même pour les pro-Ouattara qui se trouvaient à Yopougon, ils seront massacrés, battus par certains jeunes et certains patriotes qui vont les forcer à l'exil. C'est ainsi que environ 500 000 Abidjanais ont quitté la ville dès cet instant. En ce qui concerne les FSI, ils ont de nouveaux chefs. Ce sont généralement les chefs des forces nouvelles, les chefs des Komzon. C'est aussi bien Chérif Ousmane, Ouattao, Zakaria que Vecho, sans oublier Gueux Michel. En réalité, ce sont eux qui vont piloter, commander les forces républicaines de Côte d'Ivoire, FSI, qui sont sous la gestion du président Alassane Ouattara. Ainsi, les FSI vont mener une véritable bataille à partir du 28 mars 2011. Mais préalablement, les FSI, qui n'étaient pas encore FSI, qui étaient à l'époque les forces nouvelles, les rebelles et quelques recrues, menaient déjà le combat dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il faut signifier que les combats ont commencé dans cette partie de la Côte d'Ivoire dans la nuit du 22 au 23 février 2011. Concrètement, c'est à Bléapleu, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans l'actuelle région du Tonpi, que le combat a eu lieu. Les FSI, qui à l'époque étaient forces nouvelles, ont donc déterré les FDS qui se trouvaient dans les lieux. Ils ont donc mené beaucoup de combats dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les combats qui ont eu lieu dans cette partie ont donc commencé depuis février, jusqu'à ce qu'on arrive au 17 mars où ils ont été conçus juridiquement sous la bannière des FSI. Ils ont ainsi mené tous ces combats qui ont participé à l'assise à l'intérieur de la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara. Il faut signifier que, après le 17 mars, le 28 mars, ils vont mettre en place l'un des projets qui a été conçu depuis fort longtemps, dont nous avons parlé dans la précédente vidéo, qui en réalité est la mise en place de ce qu'on a appelé l'opération Restore Peace and Democracy en Côte d'Ivoire. Restaurer la paix et la démocratie en Côte d'Ivoire. Cette opération qui a été pilotée par l'enseignement donné par l'ONUCI et les forces nouvelles, comme nous l'avons signifié dans la précédente vidéo, dans la partie 2, va mettre en place un plan concret. C'est ainsi qu'on va parler d'opération spéciale. Et le président Alassane Ouattara va informer tout le monde que les FSI vont lancer cette opération spéciale. L'objectif, il est clair. C'est de nettoyer la Côte d'Ivoire dans ses profondeurs avant d'arriver dans la ville d'Abidjan pour ne pas avoir fait face à une attaque externe lorsque toutes les forces FSI seront réunies à Abidjan pour l'assaut final. Pour le faire, ils vont se séparer en 3 grands groupes. C'est ainsi qu'on parlera des fuseaux.
Il y aura donc 3 fuseaux, le fuseau ouest, le fuseau centre et le fuseau est. C'est par la suite qu'on verra, lorsqu'ils seront à Abidjan, 2 autres fuseaux, le fuseau ouest d'Abidjan et le fuseau est d'Abidjan. En ce qui concerne le fuseau ouest, il est piloté par M. Michel Gueux. Le fuseau centre est piloté par M. Chérif Ousmane. Et le fuseau est est piloté par Soumaïla Bakayoko. En ce qui concerne les 2 fuseaux à Abidjan qu'on verra par la suite, le fuseau ouest de la ville d'Abidjan était piloté par Gaoussou Soumaoro et le fuseau est d'Abidjan était piloté par Karim Ouattara. C'est ainsi que la stratégie a été mise en place. Concrètement, les fuseaux ont pour objectif de nettoyer en profondeur les parties qui leur sont assignées. Donc, le fuseau ouest nettoie l'ouest, le fuseau centre nettoie le centre de la Côte d'Ivoire, le fuseau est nettoie l'est de la Côte d'Ivoire en descendant naturellement vers la ville d'Abidjan. Telle est la stratégie. C'est ainsi que dès le 28 mars, ils vont donc rentrer en action. Tout va commencer à l'ouest de la Côte d'Ivoire. On va donc voir des scènes affreuses, incroyables. C'est ainsi qu'il y aura l'épisode de Djokwe. C'est en réalité une sorte de génocide. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence à Djokwe, les premiers combats auront lieu avant le 28 mars, le lancement de l'opération Restore Peace and Democracy en Côte d'Ivoire. À cette période, les FDS vont réussir à repousser les FSI. Mais les FSI qui ont perdu la bataille, certaines sources évoquent une quarantaine et d'autres une cinquantaine de FSI tués, y compris un imam. Ils vont donc rebousser chemin et se préparer en venant avec un renfort spécial. Ce sont les Dozo. Pour ceux qui ne connaissent pas les Dozo, ce sont les chasseurs traditionnels qui utilisent généralement des arbres pour leur chasse. Ils sont donc entre griffes des spécialistes, on pourrait dire, de la guerre. Ils vont donc venir en soutien aux FSI. Et ces Dozo-là vont effectivement aider les FSI à repousser les FDS. Les FDS quittant Djokwe vont également pousser certains pro-Gbagbo à quitter la localité. Par contre, ceux qui ne vont pas quitter la localité à temps seront massacrés. Ce sera des viols, des exactions, des exécutions sommaires. Les habitants de Djokwe vont souffrir le martyre en cette journée. C'est au total 816 morts dans cette journée, selon les premiers chiffres. Par la suite, il y aura une enquête menée par des journalistes qui vont révéler entre 1000 à 2000 morts dans le mois de mai 2011. Donc après tous ces événements, on parle donc de génocide orchestré par les FSI. C'est la Croix-Rouge qui avait annoncé le premier chiffre, 800 morts, ne serait-ce que dans le quartier de Carrefour, ici, où les cadavres n'ont même pas tous été ramassés. Le gouvernement lui parle de 330 morts dans la région, des bilans qui varient du simple au triple. Une chose est sûre, des civils ont été exécutés, des vieilles personnes ou des pasteurs comme celui-là qui cherchait à se rendre. Tous n'étaient certainement pas des combattants. Et ce monsieur-là, il a été tué devant moi. Voilà, c'est un malade, il a été opéré. Je pense qu'il est sorti pour aller tout juste à côté de l'hôpital là. Il est sorti pour chercher de quoi manger. Bon, et là, il a été abattu devant moi. D'autres témoins nous ont raconté que les hommes en armes demandaient les cartes d'identité comme s'ils procédaient à un triage ethnique. Aux abords du pont Guéhémont, il y a eu des cartes d'identité qui étaient par terre. Donc on se demande d'où viennent les cartes d'identité, pourquoi les personnes se dirigeant vers un lieu pour se protéger étaient contraintes de montrer leur carte d'identité. Pourquoi et par qui les habitants de Djokwe ont-ils été tués et combien exactement de victimes y a-t-il eu à l'ouest du pays? Plusieurs enquêtes sont en cours. Dans les villages environnants, des dizaines de personnes manquent toujours à l'appel. Mais ce n'est pas tout. Pendant que ce génocide a eu lieu, il y avait environ 1 km de Djokwe une base de l'ONUCI dans laquelle se trouvaient des Marocains qui travaillaient pour l'ONUCI. Au lieu de venir prêter un soutien aux habitants de Djokwe massacrés, ils ne vont rien faire du tout. Et le prétexte avancé, c'est que les FSI leur faisaient peur. Bref, aucune preuve n'a réussi à quantifier le degré de peur qu'ils avaient, mais c'était le prétexte qu'ils ont avancé et tout le monde a accepté. C'est donc le 29, donc le lendemain, qu'ils vont tenter d'aider les habitants de Djokwe qui se sont cachés dans la brousse. Il faut signifier que les Dozo, qui sont des chasseurs traditionnels, ont utilisé leurs chiens pour repérer les habitants de Djokwe qui se sont cachés dans les brousses. C'était également dans cette zone-là des tueries, des violations et des exécutions sommaires. C'est après tous ces événements que des milliers d'habitants de Djokwe vont se réfugier à la mission catholique de la ville pour échapper à ces exécutions sommaires. Il faut signifier que Djokwe n'était pas la seule localité concernée par ces exactions. Il y avait également Blolequin et d'autres localités qui se trouvaient dans ce qu'on appelle à l'époque la région du Moins Cavali. Il faut signifier que Djokwe à l'époque était dans la région des 18 montagnes.
aujourd'hui la région de Tonkpi, et la région du Mouin-Cavali, qui est aujourd'hui la région du Cavali. C'est ainsi que tous ces événements auront lieu et les massacres seront vraiment affreux. À la réalité, ces événements mériteraient même une vidéo particulière. Et n'hésitez pas à le signifier si vous êtes vraiment intéressé à l'idée de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé à Djokwe à cette époque-là en commentaire, afin qu'on puisse ensemble voir comment vous apporter les éléments des réponses. Pendant que tout cela avait lieu à Djokwe, il y avait dans l'autre côté, donc dans les fuseaux centre et est, également des combats. À l'est, tout est parti de Bondoukou. Bondoukou pour descendre vers Abidjan naturellement en prenant Abengourou et consorts. Dans le centre, tout est parti de Boaké et on descend à Yamoussoukro en venant vers Abidjan. La stratégie elle est simple, c'est de conquérir les territoires avec la force. Il faut signifier que pendant que les FSI descendaient vers Abidjan, ils n'ont pas rencontré de véritable résistance. Yamoussoukro a été la preuve la plus palpable. Alors, ceux qui sont dirigés par Chérif Ousmane n'ont pas rencontré de véritable résistance, en ce sens où les premiers combats qui ont eu lieu à Yamoussoukro ont vu les FDS fuir la localité, quitter et abandonner leur treillis sur les lieux. Il y avait même certains marchands qui affirmaient que le produit qu'ils vendaient avait connu un essor et les prix ont doublé, ont augmenté. C'était en réalité des FDS qui allaient acheter des vêtements de friperie pour se changer, abandonner donc le treillis et sortir de la ville en tant que civil pour ne pas être attaqués. C'est ce qui était monnaie courante à cette époque. Les FDS ont donc décidé de ne plus se battre, d'abandonner le combat. C'est ainsi que Yamoussoukro, au lieu de tomber entre les mains des FSI, l'histoire a retenu que Yamoussoukro s'est rendu au FSI. C'est ainsi que les FSI vont gagner le territoire sans grande résistance jusqu'à arriver à la ville d'Abidjan. Mais avant d'arriver à Abidjan, il faut faire un tour quelque part. En fait, le fuseau ouest a stratégiquement, avec le soutien en partie du fuseau centre, fait escale dans la ville de Daloa. En passant par Daloa, l'objectif principal, c'est d'arranger le chemin qui va mener à San Pedro. Pourquoi San Pedro alors que Abidjan est le lieu principal où il faut se rendre pour installer son président, en l'occurrence le président Alassane Ouattara. Alors San Pedro est un lieu stratégique à cause de l'aspect économique qui s'y trouve. En fait, à San Pedro, il y avait des stocks de cacao qui étaient au port de San Pedro. Alors remémorez-vous de cet élément. Comme nous l'avons signifié dans la première vidéo, la Côte d'Ivoire était victime d'un blocus. Donc la Côte d'Ivoire ne pouvait pas exporter, encore moins importer ses produits. Un blocus qui a été établi par l'Union européenne et l'ONU sous proposition du président Alassane Ouattara. Donc les stocks de cacao étaient sur les lieux. On parle d'environ 800 000 tonnes de cacao qui étaient stockées au port de San Pedro. Il faut donc signifier que le ministre des Finances du président Gbagbo a même imposé aux pays avec lesquels la Côte d'Ivoire marchandait habituellement une taxe, la taxe de droit unique de sortie, qui en réalité allait les permettre de garder le marché. La condition c'était que s'ils ne payaient pas cette taxe, alors la Côte d'Ivoire allait se tourner vers d'autres acteurs financiers dont la Russie et la Chine pour pouvoir exporter son cacao. Mais les acheteurs ont certifié le fait qu'ils allaient également payer cette taxe-là. Quand bien même, ce sont eux qui ont imposé l'embargo à la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que les FSI vont se diriger à San Pedro. Ils vont donc sécuriser la localité et mettre la main sur les 800 000 tonnes qui se trouvaient sur les lieux. On parle d'environ 1 milliard de dollars pour ces tonnes de cacao. On ne sait plus par la suite où l'argent est rentré, qui en a bénéficié et consort, mais les FSI étaient sur les lieux. Ils ont donc mis la main sur San Pedro concrètement le 30 mars 2011. Mais le 30 mars 2011 est un jour évocateur et très important. Ce jour-là, le commando invisible a réalisé quelque chose d'incroyable. Alors que les FDS n'étaient plus sûrs et certains de leur force, ils sont rendus à la Maka. Ils ont donc ouvert les portes de la Maka, libéré tous les prisonniers qui se trouvaient à la Maka. On parle d'environ 8000 détenus. Parce que parmi les détenus qui y étaient, ils avaient également leurs amis. Ils vont donc libérer ces prisonniers-là. Ils vont aller à leur QG, recruter même certains prisonniers. Et il y a un parmi eux qui va les informer qu'il y a une cache d'armes à la prison. Ils vont donc retourner 3 jours plus tard, récupérer ces armes qui y étaient. C'est en réalité un gros arsenal. Ils vont donc être équipés jusqu'aux dents. Mais sur la scène internationale, il y aura également un changement très important qui, faites très attention, va changer le cours de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors, ce sera au Conseil de sécurité des Nations Unies un nouveau vote. Le vote d'une résolution dont l'objectif est particulier. C'est la résolution 1975. Alors, ce 30 mars 2011, cette résolution est votée sous proposition avec insistance de la France et du Nigeria, qui vont pousser le Conseil de sécurité à voter cette résolution. Alors, qu'est-ce qu'elle dit concrètement? La résolution 1975, en premier lieu, met un blocage au niveau financier à M. Laurent Gbagbo,
son épouse et certains de ses proches, dont son ministre des Affaires étrangères, M. Alcide Djedje, le président du FPI, M. Afin N'Guessan, et d'autres personnalités bien évidemment. Mais ce n'est pas tout. Cette résolution va également, et là c'est le point le plus important, prendre la décision selon laquelle l'ONU va désormais soutenir, et ce, avec fermeté, la mission de l'ONUCI, donc de l'ONU en Côte d'Ivoire. Et pour le faire, elle donne le pouvoir, l'ordre à l'ONUCI d'intervenir et de détruire toute arme lourde dans l'objectif de protéger la vie des civils. Donc l'arme lourde qui est visée, c'est celle qui appartient au président Laurent Gbagbo. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce que, ou du moins, quel est le pouvoir qui permet à l'ONU de s'ingérer autant dans les affaires d'un pays particulier, singulier, d'autant plus que dans la charte de l'ONU, il y a la non-ingérence dans les affaires étrangères. Alors, il faut se souvenir de ce qu'on appelle l'ingérence dans les affaires étrangères. C'est un principe qui a été voté depuis 2005 à l'ONU, qui permet ici à l'institution d'intervenir pour pouvoir sauver des vies, généralement lorsque celles-ci sont en danger, donc protéger des populations. Mais il faut rappeler que ce pouvoir, qui en quelque sorte pourrait être passé comme étant un veto, en dépit de la charte de l'ONU, est en réalité facultative. Donc l'ONU peut s'en passer comme utiliser. C'est ainsi que l'ONU va utiliser cela dès le 30 mars 2011 contre le président Laurent Gbagbo. L'ONU va donc renforcer la présence de l'ONUCI en Côte d'Ivoire. L'ONU va également soutenir les FSI et la présence française sur le territoire ivoirien. Il faut signifier que, à partir de cet instant, la stratégie du côté du président Laurent Gbagbo va changer. Alors, le camp Gbagbo va désormais ouvrir encore et insister sur le dialogue. Pour le faire, certains médias vont signifier le fait que le ministre de la Jeunesse du président Laurent Gbagbo, M. Charles Blé Goudé, a tenté de rentrer en contact avec le ministre de l'Intérieur du président Alassane Ouattara, à l'époque, M. Ahmed Bakayoko, afin de discuter et trouver un terrain d'entente. Ce n'est pas lui seul. Il y a aussi M. Alcide Djedje, ministre des Affaires étrangères du président Laurent Gbagbo, qui va tenter d'entrer en contact avec le porte-parole du gouvernement du président Alassane Ouattara, M. Patrick Achi, afin de trouver un terrain d'entente. Il y a également le président des jeunes du FPI, M. Konaté Navigué, qui va tenter d'entrer en contact avec Alain Lobognon, conseiller spécial du Premier ministre Guillaume Soro, Premier ministre de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est donc beaucoup de fenêtres de communication comme celle-ci qui vont s'ouvrir. Ainsi, ils vont donc tenter de mettre la discussion en avant, le dialogue, afin de sortir la Côte d'Ivoire de cette crise. Mais, comme on le sait tous, ce sera un échec. Ce n'est pas tout. 2 jours avant la création des FSI, le soutien indéfectible du président Laurent Gbagbo, en l'occurrence M. Jacob Zuma de l'Afrique du Sud, va abandonner Laurent Gbagbo. Il va décider de ne plus le soutenir et de s'aligner avec les décisions de l'Union africaine, en l'occurrence celle de reconnaître M. Alassane Dramane Ouattara comme étant le président de Côte d'Ivoire. Il va affirmer cela devant le Parlement sud-africain le 17 mars 2011, donc 2 jours après avoir affirmé cela le 15 mars. En plus de lui, il y a le second soutien indéfectible, en l'occurrence celui de l'Angola, du président Dos Santos, qui va décider de ne plus soutenir M. Laurent Gbagbo. Et cette information sera donnée par le ministre des Affaires étrangères de l'Angola à cette époque-là. Ainsi, M. Laurent Gbagbo se retrouve sans soutien véritable. Il est donc dans l'obligation de créer de nouveaux liens. C'est ainsi que pendant que le dialogue est ouvert par certains de ses proches, dont M. Charles Blé Goudé et consorts, il va lui aussi tenter de son côté de trouver un lobbying diplomatique. Il va se rapprocher du Vatican, se rapprocher du Japon, se rapprocher de la Belgique, avec qui il va tenter d'avoir des accords pour le soutenir afin qu'il sorte de ce danger dans lequel il se trouve, dans ce précipice qui le conduit petit à petit vers sa chute. Alors, dans la nuit du 30 au 31, les FSI, après avoir mis la main sur San Pedro, vont donc être confrontés à aucune difficulté, si ce n'est celle de quitter San Pedro et rejoindre Abidjan. C'est ainsi que dans la nuit du 30 au 31, ils vont commencer la marche vers la ville d'Abidjan. Ils vont donc arriver à Abidjan le 31 mars 2011. C'est ainsi que dès le 31 mars 2011, ils vont lancer la première offensive. La première offensive va commencer dans la commune de Yopougon. À l'époque, quand bien même les Ivoiriens étaient tous informés du fait que le pays était en guerre, ils vaquaient de façon normale, peu au prou l'on pourrait le dire, à leurs occupations. Ainsi, certains allaient au bureau. Certains enfants allaient jouer au foot. Certaines familles se permettaient d'aller faire le marché dans des endroits restreints, plus comme avant, mais le faisaient quand même.
C'est ainsi que la guerre va séparer des familles. Certains seront bloqués au bureau, d'autres seront bloqués dehors et accueillis par certaines familles qu'ils ne connaissent pas en réalité. Et chacun sera, pour ceux qui sont sortis de leur maison, bloqué out. C'est ainsi que le 31, la véritable bataille va commencer à Abidjan. Le 31 mars 2011, les FSI à l'entrée de Yopougon, qui ont été annoncés par le président Alassane Dramane Ouattara, qui a expliqué que c'est la fin du président Laurent Gbagbo, car les FSI sont aux portes d'Abidjan, vont tenter de pénétrer Yopougon. Mais ils vont connaître un échec cuisant. C'est le tout premier échec à grande échelle des FSI. Ce n'est pas tout. Les FSI qui ont perdu la bataille ne vont pas abandonner. Ils vont attendre le lendemain. Donc le 1er avril, et faire appel au commandant invisible qui en réalité maîtrise la situation. Ainsi, le commandant invisible va ouvrir une brèche permettant ici au FSI de pénétrer dans la ville d'Abidjan. Ils vont donc rentrer. Il faut signifier que lorsque les FSI quittent le nord, le centre, l'ouest et l'est pour descendre vers Abidjan, ils ont déjà des cibles. Ils ont ciblé 4 espaces particuliers. Le premier, c'est la RTI. Le second, c'est les camps militaires. Le troisième, c'est le palais présidentiel. Et le dernier, qui est le 4e, c'est la résidence présidentielle. L'objectif, c'est de mettre la main sur tout cela. Ainsi, lorsqu'ils rentrent dans Abidjan et aidés par le commandant invisible qui ouvre la brèche, ils vont se rendre rapidement à la RTI où ils vont mener le premier combat et de façon simultanée au camp d'Agban. Donc les combats auront lieu dans ces endroits-là. Mais il faut signifier également qu'une partie des FSI va se ranger à l'hôtel du Golfe pour pouvoir protéger les personnalités politiques qui s'y trouvent. Alors le combat à la RTI va commencer à 18 h le 1er avril et va prendre fin à 6 h du matin le 2 avril. Ce sera un combat très intense. Les FSI vont perdre le combat. Et on parle de plus d'une 50aine de FSI tués. C'était tout nouveau. On n'arrivait pas à comprendre dans quel coup et comment est-ce que ça se faisait. C'est avec du recul que l'on se rend compte de la configuration. En fait, et il faut le savoir, en ce qui concerne les FSI, ce sont des jeunes qui ne connaissent pas en réalité la ville d'Abidjan. Et pour ceux qui connaissaient Abidjan, c'est généralement quelques jours qu'ils ont passé sur les lieux sans réellement maîtriser la localité d'Abidjan. Ainsi, pendant qu'ils sont sur le terrain, sur le champ de bataille et ils veulent replier, ils ne savent pas par où passer et par où sortir. Et ils se font toucher par les balles des FDS. Certains commandos du FDS même expliquaient que ce sont des plaisantins. Ils ont perdu beaucoup de leurs soldats. On se rappelle du chef, Shérif Ousmane, qui pleurait certains corps qui ont été entassés dans des camions Kia et Hyundai en direction de Yamoussoukro et du nord, où les corps sont répartis. Pendant qu'ils perdent le combat le 2 avril, la tension monte au niveau de la France. C'est ainsi que le président français, M. Nicolas Sarkozy, va organiser un conseil de guerre très rapidement à l'Élysée, au cours duquel il va convoquer Benoît Pouga, le chef d'état-major proche de l'Élysée. Il va convoquer le chef d'état-major des armées, l'amiral Édouard Guillot, sans oublier Alain Juppé et Gérard Longuet. Gérard Longuet qui est en réalité le ministre de la Défense et des anciens combattants de France. Ils vont donc tous se rendre sur les lieux. Le conseil va se tenir, avoir lieu et au sortir de ce conseil, une décision sera prise. C'est d'envoyer un contingent en Côte d'Ivoire, soutenir M. Alassane Ouattara, car pour eux, les FSI ne pouvaient en aucun cas gagner cette bataille contre les FDS qui se sont repliés autour des institutions clés. C'est ainsi qu'ils vont envoyer des soldats français renforcer les rangs de la force Likon, sans oublier les gendarmes qui seront également envoyés provenant du GIGN. Il y aura en plus de tout cela, dans la nuit du 2 au 3 avril, un régiment de la Légion étrangère qui sera déployé à l'insu de tous, sans oublier des avions de guerre, des cargos de guerre remplis de matériel de guerre. Le 30 avril, alors que les FSI étaient déjà aux portes d'Abidjan, les généraux du président Laurent Gbagbo l'ont abandonné et ils étaient nombreux. C'était par exemple le général Philippe Mangou, le général Dogboblé, consorts. Ils l'ont donc abandonné. C'est donc suite à cela que le président Laurent Gbagbo a donné l'instruction, l'ordre à ce que ces soldats reviennent vers Abidjan, se concentrer sur les institutions, dont les camps militaires, sans oublier le palais présidentiel, la RTI et la résidence présidentielle. Mais en ce qui concerne la résidence présidentielle, il a surtout veillé à ce que les patriotes qui en réalité le soutenaient viennent majoritairement protéger les lieux. C'est ainsi que les patriotes sont allés de façon nombreuse à la résidence du président Laurent Gbagbo. Alors que tout est en train de changer, les patriotes vont donc attaquer la zone 4, le lieu où se trouvent majoritairement les Français. Ils vont donc casser des villages, s'attaquer à certains commerces et consorts. On parle même de certains otages qui ont été pris par les patriotes au Novotel. Ils étaient au nombre de 4. Un Béninois, un Malaisien et 2 Français.
C'est après tous ces événements qu'on les retrouvera morts. Il faut un dialogue inter-ivoirien. Il faut éviter maintenant les solutions des médiateurs, des facilitateurs. Quand vous avez mal à la tête, que vous avez pris un premier médicament qui n'a pas marché, il faut changer de médicament. Je suis convaincu que si Gbagbo Laurent et Alassane Ouattara s'asseyent à deux, enfermés dans une salle quelque part, ils trouveront une solution à la crise ivoirienne. Finalement, l'objectif de ce rassemblement de demain. Mais j'ai entendu des gens parler de démocratie. J'ai entendu parler les gens parler ils parlaient de révolution. Et ils disent qu'il faut que les Ivoiriens fassent comme les Égyptiens. Il faut que les Ivoiriens fassent comme les Tunisiens. Non, 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 non. Il ne faut pas tordre le cou à l'histoire. Ce sont les Égyptiens qui sont en train de faire comme les Ivoiriens. Ce sont eux qui sont en train de faire comme les Tunisiens sont en train de faire comme les Ivoiriens. Donc comme c'est nous qui avons donné le temps, nous allons montrer au monde entier que le monde qu'ils ont vu en Égypte, le monde qu'ils ont vu en Tunisie, c'est un petit monde. Demain, ils verront que la vraie révolution a commencé en Côte d'Ivoire. Seulement, ils refusent de voir. C'est cela, eux qui appellent à la guerre civile en Côte d'Ivoire. Est-ce que malgré cette démonstration-là, ils voudront voir? En fait, ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Mais ils ont fini par accepter qu'il fallait donner le pouvoir aux Noirs en Afrique du Sud. Et pourtant, ils n'ont pas accepté aussi facilement. Ils ont emprisonné Nelson Mandela. Ils ont fini par accepter de donner le pouvoir à un Noir aux États-Unis. Et pourtant, quand Martin Luther King commençait ce combat, on jetait des chiens sur lui pour le mordre. Mais lui-même, ils ont tiré sur lui. Martin Luther King est mort. C'est pourquoi aujourd'hui, un Noir américain est président. Quand il prononçait le discours à Have a Dream, Obama avait 2 ans. Je veux dire, quand vous voulez atteindre un objectif, l'adversaire ne vous donne pas des bouquets de fleurs. Il vous montre que vous n'êtes rien et qu'il peut vous écraser. Mais c'est votre détermination qui vous amène à avoir raison. Parce que vous inscrivez votre combat dans le temps. Pour nous, on veut nous montrer que nous ne sommes rien. On veut nous écraser, on nous diabolise. Ceux qui savent qui est fréquentable, qui n'est pas fréquentable. Ceux qui veulent déterminer comment on doit manger, comment on doit s'habiller. Demain, ils nous diront encore où on doit s'arrêter, où on ne doit pas s'arrêter. Ceux qui gèrent notre eau, ceux qui gèrent notre courant. Regardez ce qu'ils font en Libye. C'est le pétrole libyen qui les intéresse. En Côte d'Ivoire, le cacao les intéresse. Et le pétrole dans le golfe de Guinée les intéresse. Et pour ça, ils vont louer des mercenaires pour nous égorger. Nous allons sortir massivement demain pour notre sécurité à nous-mêmes. Nous allons sortir massivement demain pour montrer que la Côte d'Ivoire n'est pas un quartier de Paris. Et que les dictées préparées depuis Paris, nous n'en voulons plus. L'enfant a tété hier, il a grandi et il veut marcher de lui-même. Il veut prendre en main sa destinée. Et les Ivoiriens vont sortir demain nombreux pour prendre en main leur destinée. 20 000, 25 000, 30 000, peut-être même 40 000. Personne ne peut donner le nombre exact des jeunes Ivoiriens qui ont décidé de rejoindre l'armée ivoirienne pour la libération de la Côte d'Ivoire. Cela suite à l'appel du général Charles Blé Goudé demandant à la jeunesse ivoirienne de se faire enrôler pour défendre la mère patrie, la Côte d'Ivoire. Et ces jeunes Ivoiriens sont venus de plusieurs communes du district d'Abidjan et même des communes environnantes. Ils sont à l'état-major des armées depuis dimanche pour certains et d'autres depuis samedi. Une fois à l'état-major des armées, ils n'ont fait que scander. On veut des kalachs, on veut des grenades, on veut des chars pour défendre ce que nos ancêtres nous ont laissé, la Côte d'Ivoire. Je faisais la couture. Mais couture là, ne peut pas libérer mon pays. Donc j'ai laissé la couture. Je vais être militaire pour libérer mon pays. Quand les corps habillés attrapent les kalachs là, je vois. Mais je n'ai pas peur de ça. L'amour que j'ai pour mon pays, la Côte d'Ivoire, je ne peux pas rester indifférente. Et j'ai pris la décision de libérer mon pays. C'est pourquoi je suis là. Si j'ai un grand chauffeur, je suis venu pour conduire un chat, pour aller combattre Golf Hotel. Voilà, il n'aura de nous distraire. Moi là, je suis venu pour conduire un chat pour combattre Golf Hotel. Voilà, c'est fini. Pour la réussite de cette opération d'enrôlement, le ministre Charles Blé Goudé a salué la mobilisation des jeunes Ivoiriens avant de leur demander que la discipline soit au rendez-vous pour la réussite de cette opération. Quand ils sont au front, il faut des gens pour les soutenir. Je vais continuer d'animer les meetings et je pense que quand on voit ces jeunes, j'ai confiance en eux, ils vont faire mordre la poussière à ces bandes.
Le général de corps d'armée Philippe Mangou, chef d'état-major des armées des Côtes d'Ivoire, bien qu'il y ait eu des difficultés pour se rendre sur le terrain de l'état-major, place du rassemblement pour l'enrôlement des jeunes recrues, tout comme Charles Blégoudet, a aussi salué la mobilisation des Ivoiriens pour soutenir leur armée qui fait face à une rébellion après le second tour de l'élection présidentielle remportée par le président Laurent Gbagbo. Pour cette opération d'enrôlement exceptionnelle, il y a 10 points d'enrôlement. Le diplôme n'est pas obligatoire et l'opération est gratuite. Le plus important, c'est la volonté d'être militaire et de libérer la Côte d'Ivoire. Chers amis jeunes, je suis donc venu ce matin pour saluer cette grande mobilisation, pour saluer votre engagement, pour saluer votre détermination à défendre la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo, lors de la campagne électorale, disait que le soleil va se lever sur la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc paraphraser le président Gbagbo et vous demander à vous, est-ce que je peux compter sur vous? Je suis prêt pour accepter, je suis prêt pour libérer nos pays, je suis prêt pour libérer la Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. Je ne veux pas Alassane n'a qu'à quitter ici. Il est moi aussi ne peux pas gouverner Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo qui est ivoirien, c'est Gbagbo nous a fait. Si Alassane ne fait rien, nous le ferons pour lui. On va le tuer. Venez nombreux avec vos notes, venez nombreux avec vos matelas. Nous allons faire l'état de siège devant le palais de la présidence de la République au plateau pour montrer à l'ONUCI, pour montrer à la licorne que le palais de la présidence appartient aux Ivoiriens. C'est parce que tous les Ivoiriens ne peuvent pas travailler au palais de la présidence que nous avons choisi notre représentant à travers notre vote, à travers notre suffrage, le président Laurent Gbagbo, pour qu'il siège à notre place. Le monde qu'ils feront ce samedi, à partir de 8h là, c'est pour leur dire que voici le premier cordon de sécurité du président Laurent Gbagbo. Je suis là pour Gbagbo Laurent. On l'a voté, c'est notre président. C'est lui qui est le président de la Côte d'Ivoire. Alassane n'a qu'à nous laisser. Avec la jeunesse ivoirienne, bien sûr. Et c'est sûr, Saouli. Ainsi, le 3 avril, avant de lancer son offensive, le président français, M. Nicolas Sarkozy, va demander à ce que le 43e BIMA puisse accueillir tous les ressortissants français, et ce, en adéquation avec la mission de la force Licorne qui va les récupérer sur des sites bien précis. Ils vont donc récupérer tous les Français, si ce n'est la quasi-totalité des Français qui se trouvaient à Abidjan, afin de les envoyer au 43e BIMA. Ils vont réussir cette mission sans grand problème. C'est pendant cette période qu'il y aura l'épisode de l'ambassadeur du Japon, dont la vie a été attentée. Et ce chapitre-là mérite également une vidéo particulière. Si vous êtes vraiment intéressé à l'idée de savoir qu'est-ce qui s'est passé, n'hésitez pas à signifier cela en commentaire et on verra l'opportunité et la faisabilité de cette vidéo. Alors que le président Laurent Gbagbo pressent le fait que la France avec l'ONUCI vont déployer un armada offensif incroyable sur le pays en attaquant, il va donc faire monter le ton au niveau de la RTI. La RTI va désormais diffuser des vidéos du génocide du Rwanda. Des vidéos qui vont alerter, heurter, tenter de pousser les Ivoiriens à la révolte. Et expliquer finalement aux Ivoiriens le fait que c'est le plan qui est mis en place par M. Nicolas Sarkozy afin d'attenter à la vie de la Côte d'Ivoire et déloger son président. La RTI et la TCI ont en réalité été de véritables instruments de manipulation politique utilisés par les deux hommes politiques. Mais on en parlera un peu plus tard. Pendant que la guerre fait rage, il faut également clarifier le fait que les deux présidents, M. Alassane Dramane Ouattara et M. Laurent Gbagbo, s'appelaient de temps à autre. Ils se faisaient des points et ils se disaient même qui allait gagner le combat. Moi, j'ai battu tes soldats dans tel endroit, j'ai fait replier tes soldats, j'ai tué tel nombre de personnes. C'était une sorte de défi, de démonstration de puissance et d'expression de leurs sentiments profonds en ce qui concerne le fait que les Ivoiriens en réalité ne comprennent rien, se font manipuler dans cette histoire de politique. C'est ainsi que,
le 4 avril, le lendemain du ramassage des Français dans la ville d'Abidjan, la France va passer à l'attaque. Elle va attaquer en soutien avec l'ONUCI certains camps commandos, les camps commandos d'Agban et consorts, sans oublier des frappes qui seront envoyées directement sur le palais présidentiel, la résidence présidentielle et certaines institutions où on pourrait sentir la présence du président Laurent Gbagbo et de ses soutiens. La force Likon va tuer énormément d'Ivoiriens. Commandos qui ont été balayés, qui ont été attaqués, il faut signifier qu'il y avait des soldats qui vivaient avec les familles. Et c'est généralement comme ça dans les camps en Côte d'Ivoire. Il y a des maisons où on retrouve également les familles des militaires qui y habitent. Ainsi, beaucoup de familles ont retrouvé certains morts dans les maisons. Ainsi, tous les Ivoiriens vont commencer à se plaindre. Pourquoi est-ce que la France s'ingère autant dans le conflit? Le président Laurent Gbagbo va donc demander un cessez-le-feu. En fait, ce cessez-le-feu, il était très stratégique. C'était le moment pour lui de se ravitailler et de repositionner son armée bis. Son armée bis constituée de miliciens spécialement venus du Libéria pour la majorité et d'autres qui étaient en réalité des gendarmes et des membres de la force républicaine, sans oublier certains militaires qui restaient encore prêts à défendre sa cause. C'est ainsi que les bombardements français qui ont donc eu lieu vont détruire à l'intérieur de ces camps commandos ce qui était appelé les armes lourdes. On se rappelle du camp commando d'Akwedo qui a été le lieu le plus bombardé pendant cette journée du 4. Ce n'est pas tout. Chaque jour, le camp Ouattara annonçait la chute du régime de Laurent Gbagbo et l'assaut final, la prise de la télé, la prise de telle ville ou de telle ville. Il y a donc eu beaucoup d'informations qui étaient erronées, mais c'était aussi une manière de préparer ses partisans à l'idée que la victoire est proche et il faut soutenir la cause qu'ils soutiennent depuis le début. Ils vont aller jusqu'à dire qu'ils ont pris la RTI, c'était totalement faux. La RTI était encore entre les mains du président Laurent Gbagbo. Pendant les bombardements du 4 avril, la force Likon et la force onusienne vont ouvrir des brèches à la force républicaine de Côte d'Ivoire, FSI, afin qu'elle puisse pénétrer et attaquer les sites bombardés. Mais les FSI vont généralement échouer. Ce sera des défaites sans prise de risque. Parce que les FSI, en quelque sorte, avaient peu ou prou peur. Parce qu'ils ne maîtrisaient pas en réalité le lieu qu'ils attaquaient, comme Boaké, Korogo et d'autres localités qu'ils maîtrisent à la perfection. En ce qui concerne les tirs du 4 au 5, il y aura également des snipers postés au niveau de l'ambassade de France qui vont tirer vers la résidence pendant que l'avion bombarde depuis les airs. Alors, pendant que les snipers vont tirer, ils vont tuer 4 gendarmes et le colonel Babri Hilaire qui va perdre la vie sur les lieux. La base de l'ONUCI à Sébroko et l'ambassade de France vont subir également des attaques en guise de riposte provenance du camp Laurent Gbagbo. Il n'y aura plus de bombardement pendant une période, donc entre le 8 et le 10. Il faut signifier que le gouvernement au Parlement français va avouer le fait qu'ils apportent un soutien à la Côte d'Ivoire pour pouvoir aider le président Alassane Ouattara à prendre le pouvoir, mais ils ne participent pas à la guerre. Ils n'ont jamais été les acteurs dans cette frappe du 4 avril et ne vont jamais participer à aucun combat. C'était le discours tenu par les autorités françaises en France. C'est ainsi que l'ONUCI et la force Likon vont ensemble décider de ne plus, du moins de stopper le degré de bombardement qu'ils avaient déjà enclenché. Ils ne vont plus donc faire de bataille dans la journée du 8 et du 9 avril. Après ces bombardements qui ont eu lieu, cela a vraiment permis au FSI de pénétrer le territoire. Ils ont réussi à conquérir la Rivera et le quartier d'Anono dans Cocody. Ils ont donc conquis quelques espaces par-ci et par-là. Ils ont même pris Jesco, sans oublier cet élément. Ils vont donc par la suite tenter ensemble, grâce au fuseau Est et Ouest qui se trouve dans la ville d'Abidjan, sans oublier l'apport de tous les FSI en provenance du Nord vers Abidjan, mettre la main maintenant sur le palais présidentiel et la résidence présidentielle. Tel était l'objectif. C'est ainsi que les bombardements qui n'ont plus eu lieu dans la journée du 8 et du 9 vont reprendre de plus belle le 10 avril à partir de 16 h. Alors que tout le monde se disait que c'était la fin, il y aura donc le bombardement de la force onusienne accompagnée de la force Likon. Ils vont donc bombarder la garde républicaine où il y aura environ 50 morts si ce n'est plus.
Ils vont par la suite bombarder le CHU de Cocody où ces blessés-là ont été envoyés. La raison évoquée, c'est le fait qu'il y avait également des caches d'armes lourdes et c'était en quelque sorte un maquillage de blessés qui en réalité n'étaient pas blessés et envoyés dans ces endroits-là. Tous les bombardements étaient systématiquement suivis d'une pénétration des FSI qui vont aussi continuer à conquérir les territoires et perdre également certains combats qui en réalité étaient bien tenus par les FDS de l'autre côté. Pendant les bombardements massifs qui avaient lieu, le couple présidentiel entre griffes gardait le moral. Il réussissait à toujours esquisser des pas de danse à l'image de la première dame, Madame Simone Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo tentait également de réconforter son entourage. Il laissait toujours des blagues qui faisaient sourire ses enfants, ses petits-fils qui étaient avec lui. Sans oublier qu'il y avait également l'appel qu'il recevait quotidiennement de la ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud qui continuait de le soutenir. Elle a même proposé à ce qu'il quitte le pays grâce à son aide, mais il a refusé cela. Il faut signifier que l'Afrique du Sud avait déjà placé un véritable navire au niveau des côtes ivoiriennes qui allait entre griffes évacuer les ressortissants sud-africains du pays qui en réalité étaient peu nombreux. C'est ainsi que le 11 avril 2011 arrivera. À 7 h du matin, il y avait environ 300 soldats de la garde républicaine qui étaient à la résidence du président Laurent Gbagbo. Ils vont donc quitter les lieux. Il n'y a donc plus de soldats sur les lieux. À 9 h 30, les chars français étaient déjà positionnés et un nombre incalculable de soldats qui se sont rendus au palais présidentiel avec le soutien de la force Likon et de l'ONUSI. De l'autre côté, il y avait les GIGN. Il y a donc un petit tunnel qui les relie en dessous. Ainsi, les gendarmes vont passer par ce tunnel et casser, ouvrir la voie qui était bloquée depuis des années et des années pour pouvoir entrer par une autre voie à la résidence du président Laurent Gbagbo. Arrivés sur les lieux, à 9 h 30, ils vont commencer la bataille. Ils vont lancer des projectiles et une fumée blanche, âcre et épais, va envahir la résidence. Ils vont récidiver quelques heures plus tard, donc à 11 h. Et là, ce sera avec d'autres projectiles. On parle d'une fumée noire et âcre qui va aller jusqu'à dans le bunker, accueillir le couple présidentiel et leur famille. Ils vont donc sortir sous l'escorte de leurs gardes rapprochés pour aller au gymnase. Mais pendant qu'ils sont dans le gymnase, les GIGN vont rentrer de l'autre côté également et le président sera encore conduit dans une autre salle, la salle où sont gardés les cadeaux offerts par les présidents en visite en Côte d'Ivoire. Tous les signes d'une opération d'envergure étaient donc réunis et on attendait maintenant de voir ce qui allait concrètement se passer. Alors qu'ils bombardaient par le portail principal, il faut savoir que les forces spéciales françaises qui étaient déjà au portail vont rentrer par cette voie, alors que les GIGN vont rentrer par le sous-sol qu'ils ont ouvert par le canal de l'ambassade de France. Pendant qu'ils entrent, il y a le ministre de l'Intérieur, M. Désiré Tagro, qui va sortir rapidement et présenter un drapeau blanc en guise de ralliement, en guise d'abandon, en guise de défaite. Mais pendant qu'il présente ce drapeau blanc, il va essuyer des tirs. Les tirs qu'il va essuyer, en réalité, seront en quelque sorte des égratignures, pas grand-chose. C'est vers la fin de ces tirs qu'il va recevoir une balle dans la bouche. Il va donc tomber, être au sol. Et la force spéciale française va s'approcher de lui et mettre la main sur lui. À l'intérieur du palais, les GIGN vont mettre la main sur le président, le couple présidentiel et toute la famille qui se trouvait dans les lieux. On parle d'environ 109 personnes qui se trouvent dans la maison. C'est donc aux environs de 13 h que le président Laurent Gbagbo va se rendre. En même temps qu'ils ont mis la main sur le président, ils vont rapidement contacter les FSI qui attendaient dehors afin qu'ils puissent rentrer, mettre la main sur le président et que les caméras puissent finalement montrer qu'ils ont réussi à capturer le président de la République de Côte d'Ivoire, reconnu par le Conseil constitutionnel. Les FSI vont donc pénétrer et la protection du président sera accordée à Vetcho. C'est lui qui va devoir garder le président de la République afin qu'il soit sain et sauf. Car lorsque les FSI rentrent dans la résidence présidentielle, leur mission change. La mission, c'est de protéger le couple présidentiel et la famille conduit les principaux captifs à l'hôtel du Golfe sains et saufs. Alors qu'ils sont capturés, la première dame va subir une sorte de maltraitance. Ses cheveux seront tirés, elle sera tapée, elle sera poussée et les caméras vont donc diffuser également cela. Il y aura également le fils du président, M. Michel Gbagbo, qui sera maltraité par les FSI. Ce sera donc dans le véhicule avant que sera mis le couple présidentiel, Michel Gbagbo et le garde du corps du couple présidentiel. Ils vont donc être conduits à l'hôtel du Golfe sous escorte de toutes les forces républicaines de Côte d'Ivoire, donc FSI, qui vont donc être joyeux. Ils seront en train de fêter ce moment-là. Capturer Laurent Gbagbo dans son bunker au sous-sol de sa résidence. Merci beaucoup, Lada. Et de le conduire jusqu'ici, à l'hôtel du Golfe. Merci beaucoup, Lada. Je n'ai rien à dire.
Laurent Gbagbo, le voici. Il veut bien se laisser filmer, dit-il, il n'a guère le choix. Mais il ne fera aucune déclaration. À ses côtés, des combattants des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui posent pour la photo souvenir. Et voilà Simone, sa femme, murée dans le silence. Et la prière aussi, sans doute. Les forces françaises, de quelle manière elles sont intervenues? Elles ont intervenu pour protéger l'ambassade. La résidence de l'ambassadeur de France. Uniquement. Uniquement. Elles n'ont pas participé à l'arrestation. Les gars, ils tuent les gens, vous ne pouvez pas lui parler. Il faut passer là-bas. Attaquez là-bas, là. Attendez voir. Pendant 10 ans, tu n'as rien apporté au pays. Même une seule école, il n'a pas pu construire. Vous ne pouvez pas lui parler ça. En termes de payer les armes seulement pour venir tuer les Ivoiriens. Vraiment, ils ont tué. Aujourd'hui, même, on a perdu 4 morts. Ouais, mais un gars comme ça. Aujourd'hui, on a perdu. Tu dois te battre contre le monde entier. Tu as perdu une élection. Aucun commando là, non. D'abord, tu as perdu. L'autre mange, l'autre voit, l'autre mange. Sa femme, les rebelles, ils boivent sang les gens. Vous êtes là, ils vous ont tué. Ils ont bu votre sang. Mais quand il parle là, pourquoi vous ne lui parlez pas ça? Levez vos têtes, on va vous filmer, les gens vont voir. Pour montrer aux gens que les gens ne vous font rien. Monsieur, levez vos têtes. Elle est blessée, hein? C'est elle qui est blessée. Okay. Quel mot avez-vous vous dire par rapport aux miliciens et aux mercenaires qui sont dans la ville pour qu'on arrête les tirs? Les tirs, c'est pas bon. Oui. Plus fort, plus fort. On est plus fort. Je peux pas. Pourquoi? Je suis trop essoufflé. Dites un mot pour qu'on libère le pays. Hein? Un mot pour libérer le pays. Hein? Qu'ils arrêtent les tirs. Arrêtez. Les armes, voilà. Puisqu'on vous demande, voilà. Tout le monde. Les miliciens surtout. Les miliciens. Et vous, monsieur l'ex-président? J'ai déjà répondu aux questions de votre. Bon, pour la télévision, c'est la télévision de la paix. La télévision de la paix. Je vous ai pas répondu. C'est la télévision de la paix. Pour la télévision de la paix, pourquoi le pays j'ai dit que les combats ont cessé. Et c'est pourquoi j'ai demandé à Tagoro de sortir avec un mouchoir blanc. Il est sorti avec un mouchoir blanc, les gens sont venus me chercher. C'est fini. Voilà. La caméra dans l'autre. Les hélicoptères français viennent de tirer leur dernière salve sur la résidence de Laurent Gbagbo. L'histoire est en train de basculer. Les membres du commando mystique, c'est ainsi qu'ils se sont baptisés, sont à l'entrée du bâtiment. Quelques rafales, et bientôt les voilà à l'intérieur. Lui, c'est Hervé Touré, le commandant Vétio de son nom de guerre. Les portes sont fermées à double tour. Elles ne résistent pas longtemps. Au rez-de-chaussée, personne. C'est au sous-sol qu'ils trouveront Laurent Gbagbo. Parce qu'ils ont ordre de le prendre vivant et de s'assurer que personne ne tente de le tuer, ils lui font enfiler un gilet pare-balles et mettre un casque. Laurent Gbagbo paraît dans un état second, sous le choc, mais soulagé sans doute de ne pas avoir été abattu par les membres du commando. Sur son passage, on s'interroge, est-ce bien lui vraiment? Oui, aucun doute. Simone, sa femme, n'a pas droit aux mêmes égards. On l'insulte et on la frappe. Très vite, on les conduit à l'hôtel du Golfe, le QG d'Alassane Ouattara. Pour le commandant Vétio, le combat n'est pas terminé. Il traque les derniers partisans de Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui encore n'ont pas déposé les armes. Il n'y a pas de raison qu'il continue de soutenir Gbagbo, puisque lui, il est déjà là aux arrêts. Voilà, je crois que ce serait jouer quand même les téméraires que de vouloir défendre une cause qui n'existe plus, qui a perdu l'avance. Et malgré tout, il en reste encore.
Ouais, malgré tout. Devant la porte de la chambre 468, des gardes solidement armés. Alassane Ouattara s'est engagé à garantir l'intégrité physique de Laurent Gbagbo et de sa famille. La consigne, visiblement, n'a pas été reçue par tous. Michel, le fils aîné de Laurent Gbagbo, né d'une mère française, a bien failli être lynché à son arrivée à l'hôtel. Il s'en est fallu de peu. D'autres suivront, dont on ne connaît ni le nom ni la fonction, mais qui ont eu le tort de se trouver du mauvais côté au mauvais moment. Dans le hall de l'hôtel, devant l'unique poste de télévision, on acclame Alassane Ouattara, l'homme qui le 28 novembre dernier a remporté l'élection présidentielle et qui aujourd'hui vient de gagner la guerre. Oui, j'appelle la famille pour leur dire que vraiment, les fils a pu avoir le courage d'attraper Gbagbo. Il a fait souffrir les gens. Pendant combien d'années on était fatigués. Donc maintenant on a la liberté propre. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, dites un mot. Gbagbo et Simone, les deux sont là. Vraiment, c'est regrettable, hein, c'est regrettable. Nous avons tenté par tout moyen d'envoyer des messages à M. Laurent Gbagbo et à son épouse. Ils n'ont pas voulu entendre raison. Et c'est regrettable qu'on traite un ancien chef d'État de cette façon. Mais il l'aura cherché parce que c'est ce qu'il aura voulu. Mais ce qui me fait mal, c'est le fait qu'il ait mis sous son bunker ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Il aurait pu leur épargner toute cette humiliation. En tout cas, je me rends bien compte que Laurent Gbagbo, il a été très méchant vis-à-vis de sa famille, très méchant vis-à-vis de son entourage. Et aujourd'hui, à cause de lui, regardez toute la souffrance des Ivoiriens. Mais le président Alassane a bien dit qu'il ne voudrait pas que Laurent Gbagbo soit tué. On aurait pu le faire, mais comme c'est un homme de parole, il ne l'a pas fait. Laurent Gbagbo sort vivant de cette affaire, lui, son épouse et ses enfants. Bravo donc au président Alassane Ouattara qui a prouvé à la face du monde qu'il demeure un homme de paix, un homme de non-violence et qui est prêt pour le développement de la Côte d'Ivoire. En tout cas, ça sert de leçon à tous les dictateurs du monde qu'ils sachent que, quelle que soit leur force, quelle que soit leur puissance, quand Dieu a parlé, plus rien ne peut résister. Merci. Merci pour Bona. On a souffert. Dieu merci Gbagbo, on a trouvé Gbagbo aujourd'hui. Je suis content. Monsieur le président Dramane Ouattara, c'est un homme de parole. On le fait confiance. C'est pourquoi on a battu pour dire à côté de vous. Merci. De l'autre côté, il y aura certains FSI qui vont rester sur les lieux. Ils vont menacer les proches qui sont restés, qui n'ont pas été conduits à l'hôtel du Golfe, car il fallait faire un décompte, menacer ceux-là. Et même dire qu'ils vont utiliser certains, les conduire au camp militaire d'Anyama, abuser de certains même, et c'est la force Likon qui va s'interposer et empêcher cela. Ils vont donc protéger les captifs jusqu'à les conduire par la suite à l'hôtel du Golfe. On parle d'environ 109. Il faut signifier que CKCK, l'aide de camp de la présidente, va échapper belle. Parce que pendant que la force française est cantonnée de regrouper les membres présents sur les lieux, CKCK va se faire passer pour un cuisinier. C'est ainsi qu'il sera relâché, libéré par la force française. Il va quitter la résidence avant l'entrée des FSI. Il y aura de l'autre côté des rumeurs en ce qui concerne M. Charles Blé Goudé. On dira que M. Charles Blé Goudé a été massacré par les FSI qui l'ont capturé avant de capturer le président de la République. Il y aura également une rumeur qui va dire qu'il se cache à Abidjan. Il n'a pas encore été repéré, mais qu'on ne sait pas concrètement où il est. Et il y aura la dernière rumeur qui signifiera le fait qu'il ait quitté Abidjan depuis fort longtemps, qu'il est même hors du pays. En ce qui concerne M. Marcel Gossio, directeur du port autonome d'Abidjan, il a lui échappé belle à la mort, parce qu'il avait été capturé par les forces pro-Ouattara. Mais une personne anonyme aurait négocié et payé ces forces pro-Ouattara afin qu'elle puisse le libérer. En ce qui concerne la seconde épouse du président Laurent Gbagbo, Madame Bamba, elle n'était pas sur les lieux. Donc elle n'était pas concernée par tous ces événements. Quand bien même, elle a été celle-là qui a animé la campagne du président, comme nous l'avons évoqué dans la précédente vidéo en ce qui concerne l'élection présidentielle de 2010. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez encore aller voir et voir le rôle qu'elle a joué pendant cette campagne-là.
Capturé, le couple présidentiel sera donc conduit à l'hôtel du Golfe. Ce sera l'euphorie. Tout le monde sera joyeux, aussi bien les FSI que les hauts représentants à l'hôtel du Golfe. On verra même certains ministres s'exprimer relativement à cette situation. Ce sera la joie. Ils seront tous de très bonne humeur ce jour-là. Mais pendant qu'ils sont en train d'exposer leur joie, un événement surprenant aura lieu. Le Golfe sera bombardé, attaqué à l'âme lourde. Personne ne sait comment et pourquoi est-ce que cela a eu lieu. D'autant plus que le président, qui aurait pu être soutenu par ceux-là qui bombardaient, était déjà, et ce, à l'intérieur de l'hôtel du Golfe. Tout le monde est surpris par cette attaque. Qui aurait réalisé cela? Qui est à la base de cette attaque? On verra cela dans le prochain épisode.